Quand je repense à tout cela, je me rends compte à quel point j'étais naïf de penser que je pouvais m'en sortir. Mais à l'époque, tout cela me semblait si enivrant, si dangereusement exaltant. Je m'appelle Anna, et voici l'histoire de la trahison de ma meilleure amie, Karen, et des conséquences tordues qui s'en sont suivies. Nous étions le genre d'amis qui finissèrent les phrases de l'autre, partageaient nos secrets les plus profonds et se soutenaient contre vents et marées. Elle était là pour moi lorsque mon premier mariage s'est effondré, et j'étais sa demoiselle d'honneur lorsqu'elle a épousé Marc. J'étais loin de me douter que Marc serait le catalyseur du chapitre le plus sombre de ma vie. Marc et moi avons toujours été amicaux. Après tout, c'était le mari de ma meilleure amie. Nous échangions des plaisanteries lors des fêtes, et parfois, nous nous retrouvions dans des conversations profondes lorsque Karen était occupée avec d'autres invités. Je n'y ai jamais prêté attention. Mais les choses ont changé un soir fatidique, lors d'un gala de charité. Karen était en déplacement professionnel et j'étais là pour la représenter. Marc avait l'air fringant dans son smoking et, après quelques coupes de champagne, nous nous sommes retrouvés seuls sur le balcon. Le clair de lune nous éclairait d'une lueur argentée et nous parlions de tout, de nos rêves, de nos regrets et de nos désirs inavoués. De fil en aiguille, nous nous sommes embrassés passionnément, sans nous soucier des conséquences. Cette nuit-là a allumé un feu en chacun de nous. Nous avons commencé à nous rencontrer secrètement, nos moments volés étant remplis d'un mélange de culpabilité et de plaisir. Je savais que c'était mal de trahir Karen de la sorte, mais je me suis convaincue que ce qu'elle ne savait pas ne lui ferait pas de mal. Marc et moi étions prudents, du moins c'est ce que je croyais. Nos rencontres clandestines étaient méticuleusement planifiées, toujours dans des endroits obscurs où nous ne serions pas reconnus. Ma vie est devenue un tourbillon de mensonges. Je disais à Karen que je travaillais tard, ou que je rencontrais un vieil ami, tandis que Marc disait qu'il avait des réunions d'affaires. Chaque fois que nous étions ensemble, je sentais un nœud d'angoisse dans mon estomac, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un soir, alors que je me couchais dans mon lit après un nouveau rendez-vous avec Marc, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je connaissais Karen mieux que quiconque, et elle avait un comportement étrange ces derniers temps, plus calme, plus introspectif. Je n'y voyais que de la paranoïa, mais le doute persistait. Ce n'est que quelques semaines plus tard que mes pires craintes ont été confirmées. Karen m'a invitée à prendre un café, et je n'ai pas pu me débarrasser de ce sentiment de malheur imminent en entrant chez elle. Elle était assise à la table de la cuisine, le visage pâle et tiré. « Anna, il faut qu'on parle, » dit-elle, la voix tremblante. Mon cœur battait la chamade quand je m'assis en face d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, Karen ?» Elle m'a regardée avec un mélange de douleur et de colère qui m'a glacé le sang. Elle m'a regardée avec un mélange de douleur et de colère qui m'a glacé le sang. « Karen, je... »« Ne fais pas ça !» l'interrompt-elle, la voix brisée. « Ne le fais pas. Comment as-tu pu, Anna? Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Je n'avais pas de mots. Les larmes ont coulé sur son visage, et j'ai tendu la main vers elle, mais elle a reculé. « Je te faisais confiance plus que n'importe qui, et tu me mens depuis des mois. » Mon esprit s'emballait, essayant de trouver un moyen de lui faire comprendre, d'expliquer l'inexplicable. Mais il n'y avait rien que je puisse dire qui puisse arranger les choses. J'avais brisé sa confiance, et il n'y avait aucun moyen de la recoller. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Karen, » ai-je murmuré, mes propres larmes coulant. Elle m'a regardé, une résolution d'acier durcissant ses traits. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour, Anna. Mais je sais une chose. Tu vas payer pour ça. Tu vas payer cher. » Ces mots m'ont hantée alors que je quittais sa maison, le poids de mes actes s'écrasant sur moi. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle entendait par me faire payer, mais j'allais bientôt découvrir que Karen n'était pas une femme à sous-estimer. Dans les jours qui ont suivi la révélation de Karen, j'étais à bout de nerfs et de regrets.
Ma liaison avec Marc m'avait spectaculairement explosé à la figure, et les retombées étaient encore pires que ce que j'avais imaginé. Le comportement glacial de Karen et ses regards froids m'ont touché plus profondément que n'importe quel mot. Elle n'était pas seulement en colère, elle était dévastée, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Il m'appelait constamment, inquiet de ce que Karen pourrait faire. « Nous devons être prudents, Anna. Elle pourrait nous ruiner tous les deux, a-t-il dit au cours d'une de nos conversations téléphoniques précipitées. Le fantasme que j'avais entretenu à propos de Marc et moi s'est évaporé à la lumière crue de la réalité. Nous étions complices d'une trahison qui avait déchiré une amitié. Je ne pouvais même pas le regarder sans ressentir une vague de honte. Karen, pendant ce temps, préparait quelque chose. Je pouvais le sentir. Elle était trop calme, trop contrôlée. Ses menaces de me faire payer résonnaient dans mon esprit, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle me réservait. Un après-midi, j'ai reçu un message de Karen me demandant de la retrouver dans notre café préféré. Mon cœur battait la chamade, tandis que je me rendais au café, chaque pas ressemblant à une marche vers ma perte. Lorsque je suis arrivée, Karen était déjà là, assise à une table d'angle, l'expression indéchiffrable. « Asseyez-vous », a-t-elle dit sèchement lorsque je me suis approchée. Je me suis glissée dans la chaise en face d'elle, les mains tremblantes. « Karen, je suis vraiment désolée. » Elle m'étudia un moment, ses yeux froids et calculateurs. « Tu ne peux pas arranger les choses, Anna. Mais tu peux commencer par être honnête avec moi. Pourquoi as-tu fait ça ?» La question restait en suspens, et je peinais à trouver les mots. « Je ne sais pas. C'est arrivé comme ça. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis laissée emporter par le moment, et avant de m'en rendre compte, je me suis enfoncée trop profondément. Ce n'est pas suffisant. Tu m'as trahi, Anna. Toi, plus que quiconque, tu savais ce que j'avais vécu lors de mon premier mariage. Comment as-tu pu me faire ça ?» Je déglutis difficilement, le poids de sa déception m'oppressant. Je déglutis difficilement, le poids de sa déception pesant sur moi. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Elle s'est adossée à sa chaise. Son expression s'est durcie. Tu vas le regretter, Anna, je te le promets. Sur ce, elle se leva et sortit, me laissant mijoter dans ma culpabilité et ma peur. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle préparait, mais je savais que ce ne serait pas bon. Les semaines qui suivirent furent un flou d'anxiété et de nuits sans sommeil. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que Karen m'observait, attendant le moment idéal pour frapper. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur bondissait dans ma gorge, m'attendant au pire. Puis, un jour, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était une lettre de Karen. Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai ouverte, l'effroi m'envahissant l'estomac. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier contenant une liste d'exigences. Elle voulait que je coupe tout contact avec Marc, que j'avoue notre liaison à mon mari et que je quitte la ville pour de bon. Quitter la ville ? Toute ma vie était ici, mon travail, mes amis, tout. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Karen ne bluffait pas. Elle avait le pouvoir de me détruire, et je ne pouvais pas laisser cela y produire. J'ai appelé Marc, et je lui ai parlé des exigences de Karen. J'ai appelé Marc, et lui ai fait part des exigences de Karen. « Il faut en finir », lui ai-je dit, la voix tremblante. « Elle est sérieuse, Marc. Elle nous ruinera si nous ne faisons pas ce qu'elle dit. » Marc est resté silencieux pendant un moment. « Je comprends, Anna. Nous y mettrons fin. Mais attention, Karen n'est pas seulement en colère, elle veut du sang. » Alors que je faisais mes bagages et me préparais à quitter la ville, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de désespoir. J'avais tout perdu. Ma meilleure amie, mon amant et ma maison. Et pourquoi ? Quelques instants de passion volés ? Le prix était trop élevé
et je le payais très cher. Mais je ne savais pas que le plan de Karen était loin d'être terminé. Elle avait d'autres choses en réserve pour moi, et le pire était encore à venir. Quitter la ville ressemblait à une mort lente. La ville qui avait été mon sanctuaire, remplie de souvenirs de rire, d'amour et d'amitié, ressemblait maintenant à une prison dont je voulais désespérément m'échapper. Je me suis installée dans une petite ville à quelques heures de là, un endroit où personne ne me connaissait et où je pouvais essayer de recoller les morceaux de ma vie. C'était une ville pittoresque et tranquille, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires des autres. J'ai loué un appartement modeste et trouvé un emploi dans une librairie locale, essayant de disparaître dans le rythme banal de la vie d'une petite ville. Je repassais les événements en boucle dans mon esprit, essayant de comprendre comment j'avais pu laisser les choses s'emballer à ce point. La culpabilité me rongeait constamment, comme un nuage sombre auquel je ne pouvais échapper. J'essayais de la repousser, de l'enterrer profondément, mais elle refaisait toujours surface, surtout la nuit, quand la solitude s'insinuait en moi. Le silence de Karen pendant ses premières semaines dans la nouvelle ville a été le pire. Je m'attendais à ce qu'elle passe à l'action, à ce qu'elle mette ses menaces à exécution, mais rien ne s'est produit. C'était comme si j'attendais que l'autre chaussure tombe, et l'anticipation était insupportable. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je sursautais, m'attendant à ce que ce soit elle. Mais ce n'était jamais elle. Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai répondu, m'attendant à entendre la voix de Karen à l'autre bout du fil. Mais au lieu de cela, c'était une voix d'homme, calme et professionnelle. « C'est Anna ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu, la voix tremblante. « C'est l'inspecteur Rogers du service de police de la ville. » Mon sang se glaça. Mon sang se glaça. Mon sang se glaça. Il y eut une courte pause avant qu'il ne reprenne la parole, le ton sombre. J'ai bien peur qu'il y ait eu un accident. Karen a été impliquée dans un accident de voiture hier soir. Le monde autour de moi a semblé se brouiller à mesure que ces mots s'imposaient. Karen, ma meilleure amie, la femme que j'avais trahie, n'était plus là. Juste comme ça. Cela ne semblait pas réel. Mes genoux se sont dérobés et j'ai dû m'appuyer contre un mur voisin pour me stabiliser. Un accident ? Je murmurais, à peine capable d'assimiler l'information. Nous enquêtons toujours, mais il semble qu'elle ait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage serré. Il était tard et il n'y avait pas de témoin. Les mots de l'inspecteur résonnaient dans mon esprit, tandis que je le remerciais de façon insensible et que je raccrochais. Karen était morte. La femme que j'avais redoutée, celle qui avait comploté ma perte, n'était plus là. Mais au lieu d'être soulagée, j'ai ressenti un poids écrasant de chagrin et de culpabilité. Elle avait été ma meilleure amie, et maintenant elle était partie pour toujours, et j'en étais en partie responsable. J'ai à peine réussi à rentrer à mon appartement, mes jambes semblant pouvoir lâcher à tout moment. Une fois à l'intérieur, je me suis effondrée sur le canapé, des larmes coulant sur mon visage. La douleur était insupportable. J'avais trahi Karen, et maintenant je n'aurais jamais l'occasion d'arranger les choses. Elle était partie, et il n'y avait pas moyen de défaire ce que j'avais fait. Alors que j'étais allongée là, sanglotant de façon incontrôlable, une sombre pensée s'est glissée dans mon esprit. Et si ce n'était pas un accident ? Et si la mort de Karen était liée d'une manière ou d'une autre à sa vengeance ? L'idée m'a d'abord semblé absurde, mais plus j'y réfléchissais, plus elle me rongeait. Karen avait été intelligente, rusée même. Elle avait dit qu'elle me ferait payer, et maintenant elle était morte dans des circonstances mystérieuses. Le lendemain matin, j'ai rappelé le détective, désespérément à la recherche de réponses. « Inspecteur Rogers, pensez-vous qu'il y a une chance que l'accident de Karen ne soit pas un accident ?
Il est naturel de se poser des questions dans ce genre de situation, mais d'après ce que nous avons vu, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel. La route était mouillée et elle roulait vite. Il s'agit d'un accident tragique, rien de plus. Mais ces propos rassurants n'ont pas réussi à calmer mes nerfs. Quelque chose ne collait pas, et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que la mort de Karen était en quelque sorte liée à notre réseau de mensonges et de trahison. La culpabilité et la peur ont commencé à me consumer, et je me suis sentie glisser de plus en plus dans un état sombre et paranoïaque. J'étais obsédée par l'idée d'en savoir plus sur l'accident, en parcourant les bulletins d'information et en parlant à toute personne susceptible d'avoir des informations. Mais j'ai eu beau faire, je n'ai trouvé aucune preuve pour étayer mes soupçons. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un accident tragique, mais mon instinct me disait qu'il y avait plus que cela dans l'histoire. Et puis, un jour, j'ai reçu un paquet par la poste. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit dans l'écriture familière de Karen. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai ouvert le paquet, l'effroi m'envahissant l'estomac. À l'intérieur se trouvait un petit journal relié en cuir, celui que Karen avait l'habitude de tenir lorsque nous étions à l'université. Mon souffle s'est arrêté lorsque j'ai ouvert la première page et que j'ai vu son écriture soignée et élégante. Les entrées étaient datées de la période précédant le début de la liaison, et, en les lisant, j'ai eu le cœur serré. Le journal détaillait les pensées de Karen, ses soupçons, et finalement, sa découverte de la liaison. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la dernière entrée, datée d'un jour avant sa mort. Karen y écrivait qu'elle m'avait pardonné, qu'elle ne voulait plus porter le poids de la haine. Les mots étaient calmes, presque sereins, comme si elle avait trouvé la paix. Pourtant, quelque chose dans ce texte ne me convenait pas. En tournant la dernière page, une petite note est tombée et mon sang s'est glacé en la lisant. Vous pensez être libre, mais la vraie punition ne fait que commencer. Je laissai tomber la note, les mains tremblantes. La mort de Karen n'était pas un accident. C'était le dernier coup d'un plan qu'elle avait mis en place. Un plan pour me faire souffrir jusqu'à la fin de mes jours. Elle m'avait pardonné, mais pas comme je l'espérais. Au lieu de cela, elle avait orchestré sa propre mort, me laissant vivre avec l'insupportable culpabilité de savoir que je l'avais poussée à le faire. Et juste comme ça, j'ai réalisé que je n'échapperais jamais à la vengeance de Karen. Elle n'était plus là, mais son souvenir, sa voix, son dernier acte de vengeance me hanterait à jamais. La prise de conscience m'a frappée comme un coup de massue. Karen avait élaboré sa vengeance avec une telle précision, un tel calcul froid, que même dans la mort, elle avait le dernier mot. Je ne pouvais pas échapper à sa colère. C'était comme si elle était sortie d'outre-tombe pour s'assurer que mon tourment ne s'arrêterait jamais. La culpabilité qui me rongeait est devenue un monstre à part entière, qui consume chaque pensée, chaque moment de paix. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Karen, son sourire, son rire, ses yeux remplis de trahison. Et puis, son visage tel que je l'imaginais dans ces derniers instants, conduisant sa voiture dans l'oubli, sachant que j'étais celui qui l'y avait conduite. Le journal était ouvert sur la table, à côté de mon lit. Un témoignage silencieux de sa souffrance, de sa colère et de son pardon tordu. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus penser clairement. Mon travail à la librairie en a souffert, et mes collègues ont commencé à remarquer les cernes sous mes yeux, la façon dont mes mains tremblaient lorsque j'essayais d'enregistrer un client. Ils m'ont demandé si j'allais bien, si quelque chose n'allait pas, mais que pouvais-je dire? Que j'étais hantée par le fantôme de ma meilleure amie, un fantôme que j'avais créé par ma propre trahison. La paranoïa n'a pas tardé à s'installer. Chaque craquement de parquet, chaque murmure du vent dans les arbres devant ma fenêtre ressemblait à la présence de Karen, s'attardant, observant, attendant. Je savais que c'était irrationnel, mais la peur était réelle et elle me consumait.
j'ai commencé à la voir dans les endroits les plus étranges. Du coin de l'œil, dans les reflets des fenêtres, dans les visages des étrangers qui passaient dans la rue. Mon esprit me jouait des tours, brouillant les frontières entre la réalité et les sombres pensées qui hantaient chacun de mes pas. Le mot qu'elle m'avait laissé était le pire. Je l'ai lu et relu, les mots brûlant dans mon esprit. La vraie punition ne fait que commencer. Qu'avait-elle voulu dire par là? Que pouvait-elle me faire de plus d'outre-tombe? Cette idée me terrifiait, mais je n'arrêtais pas d'y penser. D'être obsédée par toutes les significations possibles, par tous les messages cachés dans ces dernières paroles. Un soir, je n'en pouvais plus. Un soir, je n'en pouvais plus. J'ai décidé d'affronter mes démons, de retourner en ville, dans sa maison, et d'essayer de trouver un semblant d'issue. Peut-être que si je retournais là où tout avait commencé, je pourrais recoller les morceaux, comprendre ce qui avait poussé Karen à de telles extrémités. J'ai repris la route vers la ville dans l'obscurité, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Les rues familières, autrefois remplies de souvenirs de temps heureux, me semblaient maintenant étrangères, inquiétantes. Je me suis arrêtée devant la maison de Karen, la maison qu'elle avait partagée avec Marc, la maison où je l'avais trahi. C'était étrangement silencieux lorsque je suis sortie de la voiture, l'air de la nuit étant lourd du poids de mes péchés. La maison se profilait devant moi, sombre et silencieuse, tombeau de la confiance brisée et des amitiés anéanties. J'ai hésité un moment, le cœur battant la chamade, avant de m'approcher de la porte d'entrée. L'intérieur était tel que je m'en souvenais, même s'il ressemblait maintenant à un musée de notre amitié ratée. Des photos de moments heureux ornaient les murs. Des photos de Karen et moi à l'université, à son mariage, riant, souriant, inconscient de la tempête qui se préparait. J'ai erré dans la maison, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait expliquer l'acte final de Karen. Sa présence était palpable, comme si elle était toujours là, à m'observer, à me juger. J'ai été attirée par son bureau, l'endroit où elle s'était toujours rendue pour écrire, réfléchir, planifier. La pièce était méticuleusement organisée, comme Karen l'avait toujours fait. Son bureau était couvert de papiers, de cahiers et d'un ordinateur portable. J'ai hésité un moment avant de m'asseoir sur sa chaise, mes mains tremblant lorsque j'ai ouvert l'ordinateur portable. Il était protégé par un mot de passe, bien sûr, mais Karen avait toujours été prévisible avec ses mots de passe. Après quelques essais, je suis entrée. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Il y avait des courriels, des messages et des brouillons de lettres que Karen n'avait jamais envoyés. Ils étaient adressés à moi, à Marc, à elle-même. Elle avait tout consigné, ses soupçons, son chagrin d'amour, ses projets de vengeance. En les lisant, j'avais l'impression d'être traînée dans du verre brisé, chaque mot creusant un peu plus la plaie à vif qui s'envenimait depuis le début de notre liaison. Un dossier marqué « Plan final ». À l'intérieur se trouvaient des notes détaillées sur sa décision de mettre fin à ses jours, mais pas avant de s'être assurée que je n'échapperais jamais à la culpabilité de ce que j'avais fait. Elle avait tout étudié. Comment faire passer sa mort pour un accident? Comment laisser derrière elle juste assez de preuves pour que je me pose des questions, pour que je vive avec le doute, la peur, la culpabilité écrasante. Je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que la pièce se refermait sur moi, alors que tout le poids de ce que j'avais fait s'écrasait sur moi. Karen avait été si méthodique, si précise. Elle avait fait de sa douleur une arme, et j'étais la cible. J'ai fui la maison, incapable de supporter le poids de son dernier acte. Alors que je m'éloignais, la prise de conscience m'a frappée comme un raz-de-marée. Je n'échapperai jamais à la vengeance de Karen. Elle s'en était assurée. Peu importe où j'allais, peu importe jusqu'où je courais, elle serait toujours là, dans l'ombre de mon esprit, un rappel constant du prix que j'avais payé pour ma trahison.
Et alors que je retournais à mon appartement solitaire dans la petite ville, je savais que Karen avait gagné. Elle m'avait tout pris. Ma paix, ma santé mentale, mon espoir. Je vivrais le reste de mes jours hantée par le fantôme de ma meilleure amie. Un fantôme que j'avais créé de mes propres mains. Les jours qui ont suivi ma visite à la maison de Karen se sont confondus en une longue et tortueuse brume. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Je ne pouvais pas tenir une conversation sans que mes pensées ne reviennent sur le journal, les courriels et le dossier intitulé « Plan final ». Les images de sa vengeance soigneusement préparée repassaient dans mon esprit comme une bobine de film tordu, me hantant à chaque seconde. La nuit, je dormais à peine. Lorsque je parvenais à fermer les yeux, j'étais hantée par des cauchemars, des visions de Karen se tenant au bord de ce virage fatal, me fixant avec un sourire inquiétant avant de lâcher le volant. Je me réveillais trempée de sueur, le cœur battant la chamade, pour me retrouver seule dans le noir, dans un silence assourdissant. J'avais besoin d'en savoir plus, de comprendre toute l'étendue de ce que Karen avait fait et pourquoi elle était allée si loin. Peut-être qu'alors je pourrais, trouver un semblant de paix, ou au moins un moyen de vivre avec le poids écrasant de la culpabilité. J'ai rappelé l'inspecteur Rogers, sous prétexte d'avoir besoin de tourner la page. « Inspecteur, je n'arrête pas de penser à la mort de Karen », dis-je en essayant de ne pas laisser transparaître le désespoir dans ma voix. « J'ai besoin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. S'il vous plaît, tout ce que vous pouvez me dire pourrait m'aider. » Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil avant qu'il ne parle. « Anna, je comprends que tu sois en deuil, mais nous en avons déjà parlé. La mort de Karen est un accident tragique. Il n'y a rien de plus. Mais qu'en est-il de son état d'esprit ? J'insiste. A-t-elle laissé des notes, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi elle conduisait de façon si imprudente cette nuit-là ? Il a hésité, et je pouvais sentir sa réticence. Il n'y a rien eu d'extraordinaire, Anna. Nous n'avons trouvé aucune lettre de suicide, aucun signe indiquant qu'elle avait l'intention de se faire du mal. Elle avait beaucoup de raisons de vivre. Un emploi stable, des amis, un avenir prometteur. Le rapport officiel indique qu'il s'agit d'un accident, purement et simplement. J'avais espéré une confirmation, quelque chose qui validerait les soupçons qui me rongeaient. Mais au lieu de cela, je me retrouvais avec la même incertitude, les mêmes questions qui me tourmentaient depuis la nuit où j'avais appris la mort de Karen. « Merci, inspecteur », marmonnai-je, à peine capable de sortir les mots. Je raccrochais le téléphone et m'affalais sur le canapé, me sentant plus perdue que jamais. Au fil des jours, je commençais à remarquer des changements subtils dans mon comportement, des changements qui m'effrayaient. Je suis devenue paranoïaque, regardant constamment par-dessus mon épaule, sursautant au moindre bruit. Chaque fois que je sortais, j'avais l'impression d'être observée, comme si le fantôme de Karen me suivait, attendant le bon moment pour frapper. J'évitais mes collègues, je ne répondais plus aux appels des quelques amis qui me restaient, et je quittais rarement mon appartement, sauf en cas d'absolue nécessité. Un soir, après une nouvelle nuit d'insomnie, j'ai décidé de relire le journal de Karen, dans l'espoir d'y trouver quelque chose qui m'avait échappé, quelque chose qui pourrait offrir une lueur d'espoir. Je me suis assise sur le sol de mon salon, le journal ouvert devant moi, et j'ai commencé à lire depuis le début. Les entrées étaient remplies des pensées de Karen, de ses émotions, de sa douleur. Elle a raconté les jours qui ont précédé la découverte de la liaison, comment elle avait remarqué les changements subtils dans le comportement de Mark, les nuits tardives au travail, la façon dont ils semblaient distants même lorsqu'ils étaient ensemble. Elle décrit comment elle a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, comment elle l'a confronté et comment il a d'abord nié tout ce qui se passait. L'écriture de Karen a semblé changer dans les semaines qui ont précédé sa mort. Elle est devenue plus erratique,
plus frénétique, comme si elle luttait pour rester saine d'esprit. Elle a écrit qu'elle avait l'impression d'être observée, que quelqu'un la suivait, juste à l'abri des regards. Plus je lisais, plus je me rendais compte que Karen avait sombré dans un endroit sombre, un endroit où elle ne faisait plus confiance à personne, pas même à elle-même. Plus je lisais, plus je me rendais compte que Karen était tombée dans un endroit sombre, un endroit où elle ne faisait plus confiance à personne, pas même à elle-même. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Dans l'une de ses dernières entrées, Karen a parlé d'un rêve qu'elle avait fait, un rêve dans lequel elle conduisait sur une route sombre, la même route où elle finirait par trouver la mort. Elle décrivait comment la route semblait s'étirer à l'infini, comment elle ressentait un sentiment d'effroi écrasant, et comment, dans le rêve, elle savait qu'elle se dirigeait vers quelque chose de terrible, quelque chose qu'elle ne pouvait pas fuir. J'ai fermé le journal, les mains tremblantes. C'était comme si Karen avait prévu sa propre mort, comme si elle avait toujours su qu'elle ne survivrait pas à sa quête de vengeance. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était de réaliser que sa paranoïa, sa peur, avait été contagieuse. Elle m'avait infectée, avait pris racine dans mon esprit, et maintenant j'étais celui qui ne pouvait pas y échapper. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond, j'ai senti un profond sentiment d'effroi s'installer en moi. La mort de Karen était peut-être un accident, mais son héritage était bien plus sinistre. Elle avait laissé derrière elle une traînée de peur et de doute, un héritage qui l'avait consumée et qui maintenant me consumait. Ma vie continuait à s'effilocher, chaque jour devenant un flou d'anxiété et de peur. Les murs de mon petit appartement, autrefois un sanctuaire, ressemblaient désormais à une prison. L'air était chargé de l'odeur du café éventé et de mon propre désespoir. Je n'avais pas dormi correctement depuis des jours. Les poches sous mes yeux s'assombrissaient à mesure que ma paranoïa s'aggravait. Je ne pouvais pas échapper au sentiment que Karen était toujours avec moi, sa présence s'attardant comme une ombre dont je ne pouvais pas me débarrasser. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais ses yeux qui me fixaient, m'accusant, me condamnant. Mon esprit était chaotique, déchiré entre la réalité que je vivais et le cauchemar qu'était devenu la mort de Karen. Les jours se confondaient avec les nuits, et je me retrouvais à errer dans mon appartement comme un fantôme, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit pendant plus de quelques minutes. Le journal était ouvert sur la table basse, me narguant avec ses secrets. Je savais que je devais le ranger, l'enfermer, mais je ne pouvais pas m'y résoudre. C'était le seul lien qui me restait avec Karen, le seul moyen d'essayer de comprendre la folie qui l'avait consumée. Par une nuit particulièrement sombre, j'ai décidé de retourner sur les lieux de l'accident. J'avais besoin de réponses, de tourner la page, de quelque chose qui puisse m'aider à donner un sens au tourment que je vivais. J'ai conduit jusqu'au virage de l'ancienne autoroute, où Karen avait trouvé la mort, le même virage que celui qu'elle avait décrit dans son rêve. La route était déserte, le seul bruit étant le bruissement du vent dans les arbres et le ronronnement occasionnel et lointain d'une voiture qui passait. J'ai garé ma voiture sur le côté de la route et j'ai marché jusqu'à l'endroit où la voiture de Karen avait quitté le bord de la route. La glissière de sécurité était encore tordue, rappelant la tragédie qui s'était produite. Je suis restée là, à regarder l'abîme sombre en contrebas, le même abîme qui avait englouti mon ami. Pendant un long moment, je suis restée là, l'air froid de la nuit me mordant la peau. J'ai essayé d'imaginer ce que Karen avait ressenti dans ces derniers instants, la peur, le regret, la colère. Savait-elle ce qu'elle faisait? Avait-elle vraiment tout planifié, ou avait-elle simplement perdu le contrôle, rendue folle par les démons qu'elle ne pouvait pas fuir? La dernière entrée me fixait. Les mots de Karen étaient d'une clarté obsédante. La vraie punition ne fait que commencer. Une soudaine vague de colère m'a envahi, de la colère contre Karen, contre moi-même, contre toute la situation. J'ai hurlé dans la nuit, le son se répercutant sur les arbres.
Mais personne ne m'entendait. Personne ne s'en souciait. Mon cri s'est évanoui dans le silence, me laissant seule avec mes pensées, ma culpabilité. C'est alors que je l'ai vu, un éclat de métal parmi les rochers au fond du ravin. Mon cœur s'est emballé tandis que je descendais prudemment la pente raide, le gravier glissant sous mes pieds. Je me suis accroupie, mes mains tremblant pour attraper l'objet. C'était un petit porte-clés en argent que j'ai immédiatement reconnu. C'était celui de Karen. C'était celui de Karen. J'ai tenu le porte-clés dans ma main, l'esprit en ébullition. Comment avait-il atterri ici, si loin de l'épave? Était-il tombé pendant l'accident? Ou quelqu'un l'avait-il placé là après? Les possibilités se bousculaient dans mon esprit, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Mais il y avait autre chose, quelque chose d'encore plus troublant. Il y avait un petit morceau de papier attaché au porte-clés, plié et fixé sous le fermoir. Le message était simple, écrit dans l'écriture soignée de Karen. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Presque là? Presque où? Qu'est-ce que cela signifie? Les mots ont provoqué une nouvelle vague de panique en moi. La peur qui s'était accumulée à l'intérieur menaçait maintenant de me submerger. C'était comme si Karen tirait encore les ficelles, me guidant sur un chemin qu'elle seule pouvait voir. J'ai remonté la pente, le trousseau de clés serré dans ma main. Je ne me souciais pas des pierres qui m'entaillaient la peau, ni de la saleté qui maculait mes vêtements. La seule chose à laquelle je pensais était de retourner à ma voiture, loin de cet endroit, loin des ténèbres qui semblaient me suivre où que j'aille. Une fois à l'intérieur de la voiture, j'ai verrouillé les portes et je me suis assis, ma respiration étant irrégulière. Je ne savais pas quoi faire, où aller. Je me sentais piégée, acculée par des forces que je ne pouvais pas comprendre. Le porte-clés et le message étaient comme la dernière pièce du puzzle tordu de Karen, un puzzle que j'étais terrifiée à l'idée de compléter, mais dont je ne pouvais pas m'éloigner. Je suis rentrée chez moi, hébétée, les événements de la nuit repassant en boucle dans mon esprit. Le journal, le trousseau de clés, le message, ils indiquaient tous quelque chose, mais j'étais trop terrifiée pour savoir quoi. Tout ce que je savais, c'est que la mort de Karen avait déclenché quelque chose qui était loin d'être terminé. Alors que j'étais assis dans l'obscurité de mon appartement, j'ai réalisé que la vengeance de Karen n'avait pas pour seul but de ruiner ma vie. Il s'agissait de me pousser à bout, tout comme elle l'avait été. Elle voulait que je ressente ce qu'elle avait ressenti, que je souffre comme elle avait souffert. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, je savais que j'étais au bord de quelque chose de terrible, quelque chose auquel je ne survivrais peut-être pas. Les jours passaient, mais le sentiment d'effroi ne faisait que s'accentuer. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Karen, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de malveillance. Le porte-clés et son message énigmatique pesaient lourdement sur mon esprit. Tu y es presque. Presque où? Quelle fin tordue Karen avait-elle prévue pour moi? La question rongeait ma santé mentale, dévorant le semblant de normalité qu'il me restait. Chaque fois que j'apercevais mon reflet, il semblait déformé, comme si le fantôme de Karen me fixait derrière mes propres yeux. L'isolement que je m'étais imposé était étouffant. Mon appartement, autrefois lieu de réconfort, ressemblait désormais à un mausolée, chaque pièce résonnant de souvenirs que je voulais désespérément oublier. Un soir, alors que j'étais assis dans la faible lumière de mon salon, le journal dans une main et le porte-clés dans l'autre, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, piégée dans la toile que Karen avait tissée. J'avais besoin de prendre le contrôle, de comprendre ce que Karen entendait par « presque là ». Je devais savoir quelle était la dernière pièce qu'elle m'avait laissée à découvrir. Avec une résolution chancelante, j'ai décidé de retracer les étapes que Karen avait suivies avant sa mort. Peut-être, juste peut-être, pourrais-je trouver les réponses dont j'avais besoin. Les réponses qui me libéreraient de ce cauchemar.
le premier endroit qui me vint à l'esprit fut la bibliothèque. Karen avait toujours été une planificatrice méticuleuse, et je me souvenais qu'elle passait des heures à la bibliothèque locale, à faire des recherches, à lire, à se préparer. La bibliothèque était un endroit que nous avions souvent visité ensemble, à une époque plus simple, où nos plus grands soucis étaient les examens et nos futurs plans de carrière. L'idée d'y retourner me remplissait à la fois de nostalgie et d'effroi, mais je savais que je n'avais pas le choix. J'arrivais à la bibliothèque au moment où le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le parking. Le bâtiment se dressait devant moi, bastion du savoir et peut-être des secrets cachés. J'hésitais devant l'entrée, les lourdes portes en bois ressemblant davantage aux portes d'un lieu interdit qu'à l'entrée accueillante dont je me souvenais. L'odeur légère des vieux livres emplissait l'air, se mêlant à la poussière qui semblait recouvrir tout. Je me dirigeais vers la section où Karen passait le plus clair de son temps, les livres de psychologie et de développement personnel. Les étagères étaient garnies de volumes sur le comportement humain, les maladies mentales et, plus troublant encore, la vengeance. En parcourant les titres, quelque chose attira mon attention. Un livre à la couverture usée, dont le titre était à peine lisible. La psychologie de la vengeance. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai sorti le livre de l'étagère, dont les pages étaient jaunies par le temps. Il semblait lourd dans mes mains, comme s'il portait le poids d'innombrables histoires de trahison et de vengeance. J'ai trouvé un coin tranquille de la bibliothèque et j'ai commencé à feuilleter les pages. Le livre était rempli d'études de cas, d'histoires de personnes qui avaient été poussées à des actes de vengeance par des trahisons réelles ou imaginaires. Certaines de ces histoires ressemblaient étrangement à ce que j'avais fait à Karen, tandis que d'autres étaient bien plus troublantes, détaillant les limites que les gens étaient prêts à franchir pour assouvir leur vengeance. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les notes griffonnées dans les marges, écrites de l'écriture familière de Karen. Elle avait souligné des passages, mis en évidence des points clés et laissé des annotations qui m'ont fait froid dans le dos. Une note, en particulier, s'est démarquée. La vengeance n'est pas seulement une question de punition. Il s'agit de s'assurer qu'ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont fait. Karen n'avait pas seulement voulu ruiner ma vie. Elle avait voulu s'assurer que mes actes me hanteraient à jamais. Les pièces de son plan commençaient à se mettre en place, et je me suis rendu compte que j'étais en effet presque arrivée. Mais où était ce « là » ? Alors que je refermais le livre, un morceau de papier tomba d'entre les pages. C'était un morceau de papier de cahier déchiré, plié en un petit carré. Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai déplié, révélant un autre message de Karen. La vérité se trouve dans le passé. Souviens-toi du jour où nous nous sommes rencontrés. Souviens-toi du jour où nous nous sommes rencontrés. Le jour où nous nous sommes rencontrés. C'était il y a des années, à l'université. Nous avions été assignés au même dortoir, 2 étrangers réunis par le destin. Mais comment ce jour pouvait-il être la clé du plan final de Karen ? Mon esprit s'emballait, alors que j'essayais de me rappeler chaque détail de cette journée. Les présentations maladroites, les rires partagés, le début d'une amitié qui avait autrefois tout signifié pour moi. Et puis, cela m'a frappé. Le café. Ce jour-là, nous nous étions retrouvés pour prendre un café, dans un petit café près du campus. Cela avait été notre première vraie conversation, le moment où nous nous étions rapprochés sur des intérêts et des rêves communs. Ce café avait été notre lieu de prédilection tout au long de l'université, un lieu de confort et de familiarité. Mais pourquoi Karen voudrait-elle que je me souvienne de ce jour ? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Je devais retourner dans ce café, à l'endroit où tout avait commencé. Peut-être y trouverais-je les réponses dont j'avais désespérément besoin. Peut-être que là, je pourrais enfin mettre fin au cauchemar que Karen avait laissé derrière elle. Le trajet jusqu'au café était rempli d'un mélange troublant de nostalgie et d'effroi.
Plus j'approchais, plus je sentais le poids du passé peser sur moi. Cela faisait des années que je n'avais pas visité cet endroit, et les souvenirs me revenaient en mémoire, de façon inattendue et malvenue. Le café, niché dans un coin tranquille près du campus, n'avait guère changé au fil des ans. Le café, niché dans un coin tranquille près du campus, avait peu changé au fil des ans. L'auvent rouge familier était toujours accroché à l'entrée et l'odeur du café fraîchement préparé flottait à l'extérieur lorsque je m'approchais de la porte. Mais ce qui avait été autrefois un lieu de chaleur et de confort semblait désormais inquiétant, comme si l'air lui-même était chargé des fantômes de ce qui avait été. Je suis entrée, la cloche au-dessus de la porte carillonnant doucement, et j'ai été immédiatement accueillie par le même intérieur usé et confortable. Les mêmes nappes à carreaux ornaient les petites tables, et le même garçon de café se trouvait derrière le comptoir, les cheveux un peu plus gris, mais le sourire tout aussi chaleureux. Mais je n'étais pas d'humeur à me laisser aller aux plaisanteries. Je me dirigeais vers la table du coin où nous nous étions assis le premier jour, nos rires remplissant l'espace, tandis que nous partagions des histoires sur nos vies, nos espoirs, nos peurs. Les souvenirs étaient comme des éclats de verre dans mon esprit, des rappels douloureux de l'amitié que j'avais brisée. Je me suis assis, le poids de ma culpabilité se faisant plus fort à chaque seconde qui passait. J'ai sorti le porte-clés de Karen de ma poche, la petite breloque argentée scintillant dans la faible lumière. C'était comme un talisman, quelque chose qui me reliait à Karen d'une manière que je ne pouvais ni comprendre ni fuir. Je l'ai posé sur la table, à côté de mes mains tremblantes, et j'ai attendu. J'ignorais ce que j'attendais. Des réponses? Des réponses? Le pardon? Le garçon de café s'est approché pour prendre ma commande. Son sourire s'est effrité lorsqu'il a vu l'expression de mon visage. Café. Noir. Ai-je marmonné, ne me sentant pas capable d'en dire plus. Il acquiesça et s'éloigna, me laissant seule avec mes pensées. Les minutes s'écoulèrent, chacune d'entre elles étant une éternité. Je buvais mon café machinalement, l'amertume correspondant au goût dans ma bouche. Je commençais à douter de moi, à me demander si je ne chassais pas des ombres, si le message de Karen n'était rien d'autre qu'une autre ruse cruelle destinée à me tourmenter. Au moment où j'allais abandonner, quelque chose a attiré mon attention. Les initiales KM et AW, gravées sur le plateau de la table en bois, étaient entourées d'un cœur. J'en ai eu le souffle coupé. Nous avions gravé ces initiales au cours de notre dernière année d'études, une nuit d'ivresse où nous avions juré que rien ne se mettrait jamais entre nous, que nous serions toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. C'était une promesse que j'avais brisée de la manière la plus impardonnable qui soit. J'ai tracé les lettres gravées avec mon doigt. Les larmes me montaient aux yeux. Comment en étions-nous arrivés là? Comment notre amitié s'était-elle transformée en quelque chose d'aussi tordu, d'aussi rempli de douleur et de trahison? Alors que j'étais assise là, perdue dans mes pensées, j'ai remarqué quelque chose d'autre. Un autre morceau de papier, plié proprement et rangé sous la salière. Mon cœur a battu la chamade et j'ai attrapé le papier, les doigts tremblants. Je l'ai déplié avec soin, révélant une autre note de Karen. Regardez sous la surface, la vérité est cachée. La vérité est cachée. Je fixai la note, mon esprit s'emballant. Regardez sous la surface. Qu'est-ce que cela signifiait? Y avait-il quelque chose de caché ici? Quelque chose que je n'avais pas remarqué? J'ai regardé autour de la table, mes yeux cherchant tout ce qui n'était pas à sa place. Et puis, je l'ai vu. Une petite couture, presque invisible, le long du bord de la table, comme si le bois avait été coupé puis recollé. Le souffle coupé, je passai mes doigts le long de la couture, cherchant un moyen de l'ouvrir. Avec un peu de pression, la couture céda, révélant un compartiment caché sous la surface de la table. À l'intérieur se trouvait un petit livre relié en cuir,
dont la couverture était usée et décolorée. Je le sortis, les mains tremblantes, et l'ouvris à la première page. C'était le journal de Karen. La prise de conscience me frappa comme un train de marchandises. C'était le journal qu'elle avait tenu pendant notre séjour à l'université, celui qu'elle avait toujours gardé si précieusement. Mon cœur battait la chamade, tandis que je tournais les pages, mes yeux parcourant l'écriture familière. Les entrées commençaient de manière assez innocente. Des histoires sur nos cours, nos soirées, les garçons que nous aimions. Mais au fur et à mesure que je lisais, le ton s'assombrissait. Karen avait écrit sur ses insécurités, ses peurs, son sentiment croissant d'inadéquation. Les textes se concentraient de plus en plus sur notre amitié, sur le fait qu'elle comptait sur moi, qu'elle avait besoin de moi. Mais il y avait aussi de la colère, de la jalousie, de la méfiance et de la colère. Mais il y avait aussi de la colère, de la jalousie et quelque chose d'autre, une obsession que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle écrivait qu'elle se sentait éclipsée par moi, que je semblais toujours obtenir tout ce qu'elle voulait. Je me suis sentie malade en lisant ces mots, la douleur brute et la trahison s'échappant des pages. Elle était au courant de la liaison bien avant que je m'en rende compte, mais elle l'avait gardée pour elle, laissant la colère et la souffrance s'envenimer. Elle a écrit qu'elle avait planifié sa vengeance, qu'elle voulait me faire souffrir comme elle avait souffert. Mais ce que j'ai lu ensuite m'a glacé le sang. Je sais ce qu'il me reste à faire, écrit-elle dans l'un des derniers messages. Je dois la faire payer, mais il ne suffit pas de ruiner sa vie. Je dois m'assurer qu'elle n'oublie jamais. Je dois faire en sorte qu'elle vive avec ça pour toujours. Elle pensera qu'elle est libre, mais elle ne le sera jamais. L'accident ne sera pas un accident. Ce sera mon dernier cadeau pour elle. La pièce a tourné autour de moi quand j'ai lu ces mots. L'accident. L'accident de voiture qui avait tué Karen. Elle l'avait planifié. Ce n'était pas du tout un accident. C'était son dernier acte de vengeance, une façon de s'assurer que je vivrais avec la culpabilité de sa mort pour le reste de ma vie. Le journal me glissa des mains, tombant sur le sol avec un bruit sourd. Je suis restée assis, engourdi, alors que je prenais conscience de la situation. Karen avait tout orchestré, même sa propre mort, pour me détruire. Et elle avait réussi. J'étais piégée dans une prison de culpabilité, et il n'y avait pas d'échappatoire. La vérité était cachée sous la surface, comme elle l'avait dit. Et maintenant que je l'avais trouvée, il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'ai quitté le café, hébétée, le journal de Karen serré dans mes mains. Le poids de ses mots, de sa douleur et de son dernier acte de vengeance pesait sur moi comme une enclume. Chaque pas que je faisais me semblait lourd, comme si je pataugeais dans des sables mouvants, m'enfonçant plus profondément dans la vérité que Karen avait enfouie sous la surface de notre amitié. Je savais que la lecture de son journal avait brisé quelque chose en moi, quelque chose d'irréparable. Et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. J'avais besoin de comprendre chaque détail tordu, de donner un sens à la folie qu'elle avait orchestrée. De retour à mon appartement, je fermai la porte derrière moi, ayant besoin de la sécurité de 4 murs pour contenir le torrent d'émotions qui menaçait de déborder. Je me suis assise sur le canapé, fixant le journal comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Je savais qu'il y avait plus à découvrir, plus de révélations qui me déchireraient, morceau par morceau. Mais je devais le lire. J'ouvris à nouveau le journal, tournant les pages jusqu'à ce que je retrouve l'endroit où je m'étais arrêtée. Les entrées étaient de plus en plus erratiques, l'écriture de Karen devenant irrégulière à mesure que son état mental se détériorait. Elle écrivait qu'elle avait commencé à me suivre, à surveiller chacun de mes mouvements, à documenter chaque détail de ma vie. Elle savait quand j'allais à l'épicerie, ce que j'achetais, à qui je parlais. Elle était même au courant des appels téléphoniques que je passais tard dans la nuit avec Robert, appels dont je pensais que personne n'était au courant,
Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont Karen en était venue à me considérer, non seulement comme une amie qui l'avait trahie, mais aussi comme un objet d'obsession. Elle écrivait qu'elle n'arrêtait pas de penser à moi, qu'elle me détestait, mais qu'elle ne supportait pas d'être sans moi. Ses émotions étaient un enchevêtrement d'amour, de haine, de jalousie et de dépendance. C'était comme si elle avait eu besoin que je la trahisse, que je lui donne une raison de libérer toute la noirceur qu'elle avait gardée cachée en elle. Karen y détaillait ses plans avec une froide précision, expliquant comment elle mettrait en scène l'accident pour le faire passer pour une erreur tragique. Elle a raconté comment elle avait trafiqué les freins de sa voiture, sachant qu'on finirait par m'accuser de sa mort. La police ne trouverait aucune preuve d'acte criminel, et tout le monde supposerait que je l'avais poussée à un tel désespoir qu'elle s'était suicidée. Mais le véritable tourment, elle le savait, viendrait de ma propre culpabilité. Je ne pourrais jamais me pardonner ce qui lui est arrivé. Et puis, à la toute dernière page, elle a écrit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Je serai toujours avec toi, Anna. Même dans la mort, je serai là, je regarderai, j'attendrai. » Je refermai le journal en claquant la porte, mes mains tremblant violemment. L'air de la pièce était suffocant, comme si les murs se refermaient sur moi. Les mots de Karen résonnaient dans mon esprit, sa présence s'attardant dans chaque recoin de ma conscience. Elle avait fait en sorte que je ne lui échappe jamais, que même dans la mort, elle ait le pouvoir sur moi. Je me suis levée en titubant, la pièce tournant autour de moi. J'avais besoin d'air, d'espace, de quelque chose pour libérer mon esprit de l'emprise étouffante de la vengeance de Karen. J'ai ouvert la fenêtre, aspirant l'air frais de la nuit. Mais cela n'a pas suffi à calmer la panique qui montait en moi. Je la sentais partout, dans les ombres, dans le silence, dans l'air même que je respirais. Karen me hantait, comme elle l'avait promis. Je passais la nuit à arpenter l'appartement, incapable de dormir, incapable de penser clairement. Mes pensées étaient un mélange chaotique de culpabilité, de peur et de colère. Je n'arrêtais pas d'entendre sa voix dans ma tête, me narguant, me rappelant que tout cela était de ma faute. Au fil des heures, j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait pas d'issue. Karen avait tout orchestré si parfaitement, si méticuleusement, que j'étais prise au piège. Je ne pouvais pas aller voir la police. Ils ne me croiraient jamais. Ils ne verraient dans ce journal que les divagations d'un esprit dérangé, rien de plus. Et même s'ils me croyaient, que pourraient-ils faire? Karen était morte, et son dernier acte avait été de me lier à sa mémoire pour toujours. Au lever du soleil, je savais ce qu'il me restait à faire. Je devais faire face à ma culpabilité. Je devais assumer la responsabilité de ce que j'avais fait, de la douleur que j'avais causée. Mais je devais aussi trouver le moyen de me pardonner, de laisser tomber le passé et d'aller de l'avant. La mort de Karen avait été son dernier acte de vengeance, mais cela ne devait pas être la fin de mon histoire. Je me suis assis à mon bureau, le journal devant moi, et j'ai commencé à écrire. J'ai parlé de notre amitié, de la liaison, de la trahison et de la culpabilité qui me rongeait. J'ai écrit sur la douleur de Karen, sa colère et sa descente dans la folie. Et j'ai écrit sur son dernier acte, le plan tordu qu'elle avait conçu pour s'assurer que je ne l'oublierais jamais. Au fur et à mesure que j'écrivais, quelque chose en moi a commencé à changer. Le fait de coucher mes pensées sur le papier, de tout mettre à nu, a été comme une purge de l'âme. La culpabilité était toujours là, la douleur encore vive, mais c'était comme si une petite partie du fardeau avait été enlevée. J'ai réalisé que si Karen avait réussi à se venger, elle ne m'avait pas tout pris. J'ai donc écrit mes derniers mots à Karen, des mots qu'elle ne lirait jamais, mais que j'avais besoin de dire. Je suis désolée, Karen. Je suis désolée pour tout. Mais je ne peux plus te laisser me contrôler. Je ne peux pas laisser ta mort définir ma vie. Je dois lâcher prise. Je dois aller de l'avant. Alors que je finissais d'écrire, j'ai senti un étrange sentiment de calme m'envahir.
La tempête d'émotions qui avait fait rage en moi pendant si longtemps a commencé à s'apaiser, remplacée par une résolution tranquille. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile, que je devrais affronter mes démons chaque jour. Mais je savais aussi que j'avais fait le premier pas vers la guérison, vers la reconquête de ma vie, à partir de l'ombre de la vengeance de Karen. L'intensité brute des dernières semaines s'était estompée pour laisser place à une douleur persistante, rappelant les blessures que j'avais infligées et reçues. Mais il y avait aussi un sentiment de clôture, de finalité. J'avais affronté la vérité, mis à nu les racines tordues de la vengeance de Karen et, ce faisant, j'avais fait les premiers pas vers la reconquête de ma vie. Les cauchemars continuaient à se produire, mais ils étaient moins fréquents, moins vifs. Je me réveillais au milieu de la nuit, la voix de Karen résonnant dans mon esprit, pour me rappeler qu'elle n'était plus là, que son pouvoir sur moi avait été brisé. Le journal, désormais caché dans un tiroir, n'avait plus la même emprise sur moi. C'était une relique du passé, un passé que j'étais déterminée à laisser derrière moi. Je savais que je ne pouvais pas rester dans l'appartement où tant de choses s'étaient repassées. Les murs étaient imprégnés de souvenirs, l'air était chargé du poids du passé. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où je pourrais commencer à me reconstruire, à découvrir qui j'étais en dehors de l'ombre de Karen et des choix qui m'avaient conduit jusqu'ici. J'ai trouvé une petite ville tranquille à quelques heures de là, un endroit où personne ne me connaissait, ni ne connaissait mon histoire. La maison que j'ai louée était modeste mais confortable, entourée d'arbres et d'espaces verts, un contraste saisissant avec l'environnement urbain étouffant dans lequel j'avais vécu pendant si longtemps. Le déménagement a été épuisant, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais en déballant les derniers cartons, j'ai senti poindre quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. La vie dans la nouvelle ville était lente, paisible. Je passais mes journées à apprendre à connaître la région, à faire de longues promenades dans les bois avoisinants et à essayer de rassembler les fragments de la personne que j'avais été avant que tout ne s'écroule. J'évitais de nouer des relations étroites, encore trop méfiantes, trop marquées par la trahison et la perte. Un après-midi, alors que j'organisais ma nouvelle maison, je suis tombée sur une petite enveloppe non ouverte, glissée dans l'un des cartons. Mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai reconnu l'écriture au recto. C'était celle de Karen. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai déchiré l'enveloppe, redoutant un nouveau rebondissement, un nouveau message d'outre-tombe. Mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur n'était pas une menace ou une malédiction. C'était une photo, prise il y a des années, à l'époque où nous étions à l'université. Karen et moi y rions, les bras passés autour des épaules de l'autre, insouciants et heureux. C'était un instantané d'une époque avant les mensonges, avant la trahison, avant que tout aille mal. Il y avait une note attachée au dos de la photo, écrite dans l'écriture soignée et familière de Karen. Souvenez-vous de qui nous étions. Souvenez-vous de ce que nous avions. Je me suis assise, la photo serrée dans mes mains, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, je me suis autorisée à pleurer, non seulement pour Karen, mais aussi pour l'amitié que nous avions perdue, pour les rêves que nous avions partagés, pour l'avenir qui ne serait jamais. J'ai pleuré pour les jeunes femmes sur la photo, qui ignoraient tout des ténèbres qui allaient un jour les consumer. Mais alors que les larmes coulaient, j'ai également ressenti quelque chose d'autre, l'acceptation. L'acceptation du fait que le passé était immuable, que ce qui s'était passé entre Karen et moi était tragique, mais ne représentait pas la somme totale de nos vies. Nous avions été amis, de vrais amis, et cela comptait. Même à la fin, au milieu de la douleur et de la folie, il y avait eu une connexion, un lien qui ne pouvait pas être entièrement effacé. J'ai placé la photographie sur la cheminée, un petit rappel de ce qui avait été et de ce qui aurait pu être. Ce n'était pas un monument de culpabilité ou de regret, mais le souvenir d'une amitié qui avait été réelle, même si elle s'était terminée dans la tragédie.
En regardant la photo, je me suis rendu compte que j'avais enfin atteint la fin du voyage de Karen. Elle m'avait fait traverser les ténèbres, la douleur, les profondeurs de la culpabilité et du désespoir. Mais ce faisant, elle m'avait aussi forcé à me confronter à moi-même, à affronter les parties de moi que je m'étais efforcée de cacher. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, les premiers rayons du soleil traversant les fenêtres. Le monde extérieur était calme, paisible, plein de possibilités. Je me suis fait une tasse de café, savourant la chaleur et le réconfort qu'il m'apportait. En le sirotant, j'ai ressenti un sentiment de calme, de préparation à ce qui m'attendait. J'avais survécu à la vengeance de Karen. J'avais survécu à la vengeance de Karen. J'avais affronté les parties les plus sombres de moi-même, et je m'en étais sortie de l'autre côté. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre. Avec une profonde inspiration, je suis sortie, l'air frais du matin remplissant mes poumons. L'avenir était incertain, mais c'était à moi de le façonner, à moi de vivre. Et en marchant dans la lumière du soleil, j'ai su qu'enfin, j'étais prête à recommencer.